bureau du procureur de la Cour pénale internationale a enquêté sur les crimes commis au Venezuela depuis 2014. Cette enquête vise aussi les allégations graves de crimes contre l'humanité concernant les faits survenus après l'élection de juillet 2024. Sans parler des conditions de détention indignes qui prévalaient dans les prisons vénézuéliennes. Symbole de ce système carcéral inhumain, la prison de Rodeo 1 à Zamora, dans l'est de Miranda, restera tristement célèbre pour avoir accueilli des dizaines de citoyens européens détenus arbitrairement, y compris l'un de nos compatriotes que j'ai accueilli en novembre dernier sur le sol français après sa libération. Ces réalités disent beaucoup de la nature du régime. C'est la raison pour laquelle le président de la République a exprimé clairement la solidarité de la France avec le peuple vénézuélien, enfin débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro. Notre voix est constante, elle est cohérente. Depuis des années, nous avons dénoncé la répression des voix dissidentes, les détentions arbitraires, les atteintes répétées à l'état de droit. Et nous en avons subi les conséquences, puisqu'en janvier 2025, la France a été visée par une mesure d'expulsion de la majorité de son personnel diplomatique à Caracas. En 10 ans, près de 8 millions de Vénézuéliennes et de Vénézuéliens ont quitté leur pays. Cet exode massif est le symptôme le plus implacable d'un échec patent sur le plan politique, économique et moral. Aucun démocrate sincère ne peut pleurer le départ de Nicolás Maduro. Dire la vérité sur la nature du régime déchu ne nous dispense pas de dire la vérité sur la méthode employée pour le faire tomber. La France a rappelé avec force que l'opération militaire menée à Caracas contrevenait aux principes fondamentaux du droit international. Elle a dérogé aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et en particulier le respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Certes, l'usage de la force existe dans le droit international. La France l'a démontré elle-même récemment, il y a quelques semaines encore, lorsqu'elle a frappé avec ses moyens militaires des groupes terroristes en Syrie et notamment Daesh. Mais cet usage est strictement encadré. Dans un monde sans règles, la seule loi qui prévaut, c'est celle de la jungle. Mesdames et messieurs les députés, un monde soumis à la loi du plus fort, la France s'y prépare. Nous nous y préparons. En nous réarmant sur le plan militaire pour garantir notre sécurité et celle de l'Europe. C'est le sens de l'effort budgétaire que nous avons engagé pour nos armées, porté par le Premier ministre et par la ministre des Armées. C'est le sens de la consolidation de notre base industrielle et technologique de défense. C'est le sens de l'autonomie stratégique que nous défendons avec ardeur auprès de nos partenaires européens. En nous réarmant sur le plan économique pour réduire nos dépendances stratégiques et échapper à la dépendance que nous avons laissé s'installer vis-à-vis d'autres régions du monde, en nous réarmant enfin moralement pour être prêts à résister à cette brutalité qui s'installe, résister à la tentation du renoncement et à l'esprit de défaite. La France ne peut se résoudre à la brutalisation du monde, c'est pourquoi elle continuera de défendre les principes qui fondent la paix et la stabilité internationale. Ces principes que les peuples du monde ont inscrits dans la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 et qui sont les seuls à nous prémunir du fléau de la guerre. Nous avons rappelé cette position le 5 janvier dernier devant le Conseil de sécurité, car ce sont bien la paix et la sécurité internationale qui sont fragilisées par cette brutalité du monde. Nous vivons un paradoxe dangereux. Les puissances qui ont imaginé l'ordre international tel que nous le connaissons considèrent aujourd'hui qu'elles ont plus à gagner à le violer qu'à le protéger. Ce n'est pas notre conception et ça ne le sera jamais. Alors que faire ? D'abord, sur place, notre priorité immédiate a été et demeure la protection de nos 2000 compatriotes présents au Venezuela. Malgré un retour relatif au calme, nous continuons de déconseiller formellement tout déplacement dans le pays. À travers ces 6 collectivités dans les Amériques, la France est un pays américain et caribéen. Cela renforce évidemment notre engagement pour la stabilité de la région. L'Europe et l'Amérique latine ont tout à gagner, à conjuguer leurs forces face aux défis du siècle, la défense de l'ordre international fondé sur le droit, transition écologique et numérique, lutte contre les inégalités et contre la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que je me suis rendu dans la région en novembre 2025 aux côtés du président de la République
pour renforcer nos partenariats stratégiques, la lutte contre le narcotrafic, priorité majeure pour notre sécurité intérieure comme pour la stabilité régionale. Au Venezuela, les autorités intérimaires ont fait part de leur souhait de renouer des relations apaisées avec les pays européens. La France, avec l'Allemagne, a plaidé pour des mesures de réconciliation concrètes au bénéfice direct de la population. La libération de plusieurs prisonniers politiques survenus au cours des derniers jours constitue un signal positif que nous saluons avec prudence. La France a renouvelé sa disposition à faciliter la reprise du dialogue entre tous les acteurs vénézuéliens, y compris l'opposante Maria Corina Machado. Les mots de son discours, lus à Stockholm par sa fille, résonnent bien au-delà des frontières. Ce que nous, Vénézuéliens, pouvons offrir au monde, c'est cette leçon apprise au terme d'un long chemin éprouvant. La démocratie n'existe que si nous sommes prêts à lutter pour la liberté. Car la liberté est un choix qui doit être renouvelé chaque jour et qui se mesure à l'aune de notre détermination et de notre courage. Notre souhait pour le Venezuela est clair, une transition pacifique et démocratique. La première étape est la libération des prisonniers politiques. La seconde, une transition respectueuse de la volonté exprimée par le peuple vénézuélien il y a 1 an, lorsqu'il a élu un président, Edmundo González Urrutia, qui devra jouer un rôle central dans cette phase de reconstruction nationale. Aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur. Il appartient au peuple vénézuélien de trouver sa propre voie vers un avenir stable et prospère. La France, dont l'ambassade à Caracas n'a jamais fermé ses portes, restera présente et engagée. Et je veux saluer devant vous le travail de nos agents qui a permis d'assurer la sécurité de la communauté française et de maintenir un lien essentiel avec la société vénézuélienne. La France s'est tenue aux côtés du peuple vénézuélien, dont les besoins sont immenses et elle le restera. Sur le plan humanitaire, nous avons soutenu des distributions de repas dans les cantines scolaires, des programmes de santé, de prévention des cancers, de formation médicale. Sur le plan culturel, les liens sont demeurés vivants grâce aux alliances françaises, au lycée français de Caracas, au festival de cinéma français dans tout le pays. Grâce à la musique aussi, qui résonne sous la baguette du chef d'orchestre Gustavo Dudamel, qui a dirigé l'orchestre de l'Opéra de Paris et celui de Radio France lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ces liens culturels sont précieux. Les perspectives économiques existent également dans un pays qui comptait encore plus d'une centaine d'entreprises françaises au début des années 2010. Le renforcement de nos liens dépendra toutefois du retour de notre personnel diplomatique expulsé et de la poursuite résolue vers une transition démocratique. Mesdames et messieurs les députés, ce qui s'est passé au Venezuela doit nous aider à dessiller les yeux. Face à la multiplication des crises, la France fait le choix constant de la coopération plutôt que de la confrontation, du droit plutôt que de la force. Nous l'avons fait lorsqu'après 1 an de travail, la résolution que nous avons présentée à l'Assemblée générale des Nations unies, condamnant le Hamas et ses crimes, appelant à son désarmement, dessinant les contours d'une intégration régionale et garantissant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, a été adoptée par 142 voix contre 10, c'est-à-dire à l'écrasante majorité des nations du monde. Nous l'avons fait lorsque, sur ce socle patiemment bâti, nous avons reconnu l'État de Palestine et entraîné dans notre sillage 10 autres pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Nous l'avons fait lorsque nous avons formé, à l'initiative du président de la République, une coalition de volontaires. Plus de 30 pays réunis la semaine dernière encore à Paris, des États d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Asie qui, pour la première fois depuis des décennies, ont défini ensemble une planification militaire crédible et robuste pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie en Ukraine. Nous le faisons aussi en prenant très au sérieux les déclarations récentes du président américain concernant le Groenland. Et nous le redisons ici avec force, le Groenland est un territoire européen. Il n'est ni à vendre ni à prendre. Le président de la République l'a dit devant les ambassadrices et les ambassadeurs réunis il y a quelques jours à Paris. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme. Nous refusons la vassalisation et le défaitisme. C'est cette ligne de fermeté, de cohérence et de fidélité à nos principes que la France continuera de porter pour le Venezuela, pour l'Europe et pour l'ordre international fondé sur le droit, sans lequel il n'y a ni paix ni liberté véritable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants.
Allez. Bonjour Madame la Ministre, Madame Panot. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, nous vivons un moment de bascule. L'année 2026 s'est ouverte sur une succession de chocs. L'action américaine au Venezuela, les prétentions de ce même partenaire sur le Groenland, la révolte en Iran et en toile de fond toujours la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui a également connu des évolutions particulièrement inquiétantes ces dernières semaines. Regardez les 19 premiers jours de l'année 2026 que nous venons de vivre, ce qui, en d'autres temps, se serait étalé sur des mois, parfois peut-être même sur des années, se concentre désormais sur quelques jours. Cette accélération de l'histoire impose une exigence à notre pays. La France doit tenir sa place avec lucidité, avec sang-froid, avec détermination. Tenir, bien sûr, sa place, le ministre des Affaires étrangères vient d'évoquer le Venezuela et il l'a fait avec une ligne que je partage, la seule ligne qui est la nôtre. Lucidité sur le mandat de Nicolás Maduro, fermeté de notre attachement au droit international et responsabilité dans l'accompagnement d'une transition démocratique qui doit appartenir au peuple vénézuélien. Je le rappelle, les armées françaises n'ont d'aucune manière été impliquées dans cette opération. Notre présence dans la région s'inscrit dans la sécurité et la souveraineté de nos espaces ultramarins. Je pense évidemment à la Guyane et aux Antilles et dans la lutte contre le narcotrafic ou encore l'orpaillage illégal. Je souhaiterais, pour ma part, compléter ce tableau s'agissant de ce qui relève plus directement de la chose militaire, avec en tout premier lieu les conséquences que nous devons tirer d'une menace russe qui est conduite à durer, mais également d'un lien transatlantique qui est réinterrogé. Cette menace russe, c'est bien sûr un fait. La relativiser serait dangereux. C'est la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. C'est la Russie qui décide chaque jour de poursuivre la guerre. C'est la Russie qui cible les populations civiles. Et le bombardement récent près de Lviv par un missile de longue portée Oreshnik la semaine dernière est un message, mesdames et messieurs les députés, extrêmement clair. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé à Istres la semaine dernière, nous sommes à portée. Aujourd'hui encore, c'est la Russie qui s'oppose à une paix juste et durable en Ukraine. Cette menace, elle est aussi hybride et en cela, elle ne vise pas que l'Ukraine, elle vise l'ensemble des Européens. Il suffit d'observer les événements qui ont cours sur notre continent. Attaques cyber contre des infrastructures critiques et des câbles sous-marins, tentatives d'ingérence dans nos processus démocratiques, sabotage, intimidation, manipulation informationnelle, incursion d'aéronefs dans l'espace aérien d'États alliés. La Russie ne cherche pas seulement à gagner une guerre, elle cherche à tester notre solidarité, elle cherche à fissurer nos sociétés. La Russie s'inscrit dans une posture agressive à l'égard de l'Europe de manière assumée et pensée dans le temps long. Elle consacre toutes ses forces à son économie de guerre. On en revient finalement, mesdames et messieurs les députés, à la définition qu'avait donnée le général Beaufre du rapport de force. La stratégie est l'art de la dialectique des volontés, afin d'atteindre la décision en créant et en exploitant une situation entraînant une désintégration morale de l'adversaire suffisante pour lui faire accepter les conditions qu'on veut lui imposer. Confrontés à une menace de cette nature, nous, Français et Européens, devons nous refuser à l'incantation. Concrètement, nous devons renforcer notre posture de défense et de dissuasion. Bien sûr, par exemple, sur le flanc est de l'Europe, cela veut dire renforcer le pilier de l'OTAN, cela veut dire être présent là où se joue la crédibilité collective. C'est exactement ce que fait la France, notamment en Estonie, où nos forces sont engagées dans l'opération Lynx, ou encore en Roumanie,
où nous assumons le rôle de nation cadre du déploiement de l'OTAN à travers la mission Aigle. Ces déploiements sont tout à la fois des signalements stratégiques et de réassurance sans aucune ambiguïté. Ils disent que l'Europe ne laissera pas tester sa frontière, que l'Alliance atlantique n'est pas une abstraction, mais la plus grande alliance militaire défensive au monde. Il rappelle que dissuader un agresseur de vous attaquer, c'est d'abord être crédible, et c'est dans cet esprit que la France est déterminée à apporter tout le soutien nécessaire à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères vient de rappeler la réunion de la coalition des volontaires à Paris le 6 janvier. 35 États représentés, dont 27 chefs d'État et de gouvernement présents, avec une participation de haut niveau des États-Unis. Cette réunion a consacré une convergence et une unité sans précédent entre les Européens, l'Ukraine et les États-Unis sur la dimension centrale des garanties de sécurité. Un mot maintenant sur le Groenland. Soyons clairs, nous traversons une période inédite de mise à l'épreuve du lien transatlantique qui s'est encore illustré ce week-end par le sujet des tensions commerciales. Sur ce territoire autonome du Royaume du Danemark, la France a décidé de se joindre à l'exercice Arctic Endurance organisé par le Danemark. Un premier détachement de militaires français est sur place. En tant que membre de l'OTAN, nous sommes avec nos partenaires déterminés à renforcer la sécurité de l'Arctique. C'est dans l'intérêt des deux côtés de l'Atlantique. C'est à cette nécessité que répond l'exercice Arctic Endurance et c'est pourquoi il a été coordonné avec les alliés pour concrétiser notre pleine solidarité avec le Royaume du Danemark, notre plein soutien au peuple du Groenland. En Iran maintenant, la ligne française a été tout aussi claire. La France appelle au respect de la population civile et condamne les attaques contre les citoyens. Dans le même temps, nous appelons à éviter toute escalade régionale. Il appartient au peuple iranien et à lui seul de décider de son destin. Et je veux redire ici que nos troupes présentes dans la région se tiennent résolument aux côtés de nos partenaires avec lesquels nous sommes en échange constant. Voilà, mesdames et messieurs les députés, où nous en sommes, avec une menace russe qui va durer d'une part, un lien transatlantique qui est réinterrogé d'autre part. À la confluence de ces deux évolutions, il y a pour nous une évidence, c'est celle du réveil stratégique européen. Nous plaidons en faveur de ce sursaut depuis 2017. Il commence à advenir, nous ne pouvons que continuer. Souveraineté européenne, préférence européenne, pilier européen de l'OTAN. Aujourd'hui, ces contextes ne sont pas que des mots. Nous devons poursuivre car la France doit rester un aiguillon pour l'Europe de la défense, car la France est une puissance mondiale avec des responsabilités mondiales envers ses ressortissants, envers ses intérêts, envers ses alliés. C'est le cas dans l'Atlantique, en Méditerranée, au Levant, en Indo-Pacifique et dans les Amériques, où notre souveraineté est une réalité concrète. Notre vocation n'est absolument pas de multiplier les fronts. Notre vocation est d'éviter qu'ils ne s'embrasent. Être là, ce n'est pas provoquer. Être là, c'est prévenir. Être là, c'est dissuader. Et c'est précisément ici que j'en viens à un point central. Pour tenir son rang, pour prévenir les conflits, la France doit se réarmer. Et elle doit se réarmer pour que lorsque la diplomatie parle, elle soit entendue. C'est cela, l'autonomie stratégique. C'est cette capacité collective à nous entraîner pour protéger, à agir et à durer. Nous réarmons parce que la dissuasion repose sur la crédibilité. Nous réarmons parce que dans un monde qui se durcit, il y a une vérité. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, alors vous subissez la politique des autres. Le président de la République l'a dit, pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être crédible. La crédibilité, c'est la préparation opérationnelle. Ce sont les stocks, ce sont les équipements, ce sont les femmes et les hommes et le sens de la mission. Ce sont aussi les familles. Derrière, c'est un statut militaire qui garantit la disponibilité de nos soldats en tout temps, en tout lieu. Nous disposons à ce titre d'une armée entraînée et d'un modèle d'armée dont nous devons être fiers. Modèle spécifiquement français, qui allie une stratégie de dissuasion navale et aéroportée opérationnelle, articulée avec toute la palette de la stratégie conventionnelle.
Aujourd'hui, nous devons désormais aller plus loin en étant solides sur nos deux jambes, celle de la haute technologie et celle de la masse. C'est tout le sens de la loi de programmation militaire 2024-2030 dont je poursuis la mise en œuvre et prépare l'actualisation pour une adoption avant le 14 juillet 2026. L'objectif est clair. Entre 2017 et 2027, le budget de la défense aura doublé. En 2026, le budget des armées devrait atteindre, s'il est adopté, 57 milliards 100 millions d'euros, avec une augmentation de 6 milliards 700 millions d'euros, incluant une surmarche de 3 milliards 500 millions d'euros. Pour accélérer ce réarmement, le gouvernement présentera un projet de loi d'actualisation dans les prochaines semaines. Le texte sera au Conseil d'État cette semaine. Il comportera un volet programmatique avec de nouvelles ressources réparties sur 2026-2030 pour un total de 36 milliards d'euros et un volet normatif facilitant ce réarmement. Il faut être lucide, si le budget n'était pas voté, cela ne serait pas sans conséquences. Le ministère doit passer des milliards d'euros de commandes aux entreprises pour réarmer. Évidemment, pour ce faire, il faut pouvoir les payer. On ne commande pas si on ignore quel sera le budget. On tue la visibilité, on tue la confiance, alors même que les LPM sont là pour donner de la visibilité tant à nos armées qu'aux entreprises. Sans loi de finances 2026, le ministère évidemment renoncerait aux crédits supplémentaires, ce qui bloquerait commandes et recrutements. Dans les crises d'aujourd'hui, il faut être prêt. Être prêt, cela implique une base industrielle et technologique de défense robuste, agile, capable de produire plus vite, de produire mieux, de produire massivement et qui donc doit disposer d'une visibilité suffisante. Mesdames et messieurs les députés, ce réarmement devra aussi être moral ou il ne sera pas. Une politique de défense repose sur l'engagement, sur le sens du collectif, sur tous ceux qui individuellement ont fait le choix de servir. C'est pourquoi 2025 a marqué une étape importante avec la création du service national annoncé par le président de la République. J'ai annoncé l'ouverture des candidatures à Balard lundi dernier. Les premiers retours sont très encourageants. Ce service national permettra à chaque classe d'âge de mieux comprendre les enjeux de défense, tout en répondant aux besoins opérationnels de nos armées et en constituant un vivier futur de recrutement, tant dans l'armée active que dans la réserve pour l'active. C'est pourquoi le service national participe à l'évolution des armées vers un modèle plus hybride, renforçant le lien entre la nation et ses forces armées. Vous l'avez compris, ma responsabilité, c'est de mener un triple réarmement, le réarmement des stocks, le réarmement des forces, le réarmement des esprits, celui du lien armée-nation. Le débat qui nous rassemble aujourd'hui porte sur le rôle de la France dans la prévention et la résolution des crises internationales. J'ai souhaité vous dire ce que cela implique pour le ministère des Armées dans le monde tel que nous le vivons. Et j'ai voulu dire ce qu'il impliquait, le réarmement, et ce que cela implique évidemment pour notre Parlement, le vote bien sûr d'un budget. Votre rôle dans ce défi, mesdames et messieurs les parlementaires, est donc absolument immense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, je vous indique que la conférence des présidents a décidé de nouvelles modalités du débat 50-1. Il y aura 6 minutes d'intervention par groupe politique, sauf pour le groupe EPR, puis ensuite 27 questions qui alterneront entre les groupes et auxquelles les ministres pourront répondre avec droit de réplique et de contre-réplique. La parole est à présent à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un sujet parmi d'autres. Nous parlons de la place de la France dans le monde, de sa responsabilité, de son héritage et de l'urgence d'agir face à un ordre international qui se fissure sous nos yeux. Le monde brûle. Au Venezuela, au Groenland, en Iran, en Ukraine, au Moyen-Orient et demain, qui sait, peut-être Taïwan ou Cuba ou peut-être d'autres encore. Face à ces crises, la France ne peut être spectatrice. Elle doit être actrice, médiatrice, garante. Parce que la France n'est pas un pays comme les autres. Comme le disait Victor Hugo dans Les Misérables, la France est faite pour réveiller l'âme des peuples, non pour l'étouffer. Elle est la voie du dialogue, le rempart du droit, la conscience d'une Europe trop souvent divisée. Grâce au général de Gaulle et à ceux qui ont su préserver notre indépendance, nous sommes la seule puissance nucléaire européenne indépendante, un membre permanent du Conseil de sécurité, un pont entre les nations. Notre diplomatie n'est pas une politique parmi d'autres, elle est l'incarnation d'un idéal, celui de la souveraineté des peuples, de la stabilité collective, de la paix par le droit. C'est pourquoi ce rôle que nous avons historiquement ne doit pas être instrumentalisé par d'autres pour des fins obscures.
Au Venezuela, après l'intervention américaine, les premiers mots du président de la République ont jeté un trouble quant au soutien de la France au droit international. Oui, Maduro était un président illégitime, un dictateur dont le pays est libéré. Libéré très partiellement, les autres proxys du président déchu étant encore au pouvoir, mais l'ingérence américaine aurait demandé de notre part une parole forte immédiate sur les conséquences de cette capture sur le droit international. Il est du devoir de la France de refuser, sans ambiguïté, de cautionner un coup de force déguisé en libération. Nous devons aller plus loin, exiger un dialogue, s'il le faut sous l'égide de l'ONU et de l'Union européenne, et l'organisation de nouvelles élections sur leur garantie avant que le chaos, une fois de plus, ne s'installe durablement. En Iran, face à un régime qui massacre son peuple et défie la communauté internationale, notre opposition doit être claire. Condamnation sans faille des violations des droits humains, mais porte toujours ouverte malgré tout à la négociation. Posons-nous la question. Comment aider efficacement le peuple iranien à recouvrer une juste liberté pour marcher enfin vers la démocratie? Nous ne devons pas oublier Cécile Collère et Jacques Paris, nos deux compatriotes toujours privés réellement de leur liberté de mouvement, arbitrairement. Le retour doit rester une priorité absolue. Dans l'Arctique, le Groenland est devenu un enjeu de puissance et peut devenir un énième tournant dans le respect du droit international. Il est inadmissible de voir que les États-Unis, pour coloniser un territoire dont le peuple refuse catégoriquement de leur appartenir, menacent par nos nouveaux droits de douane les forces européennes qui osent le protéger. La proposition du président de la République d'utiliser l'instrument anti-coercition européen doit être soutenue. Nous ne pouvons céder systématiquement à de telles menaces. Le président Poutine doit se frotter les mains de voir un pays de l'OTAN menacer d'ailleurs d'autres pays de l'OTAN. En Ukraine, la guerre est le défi le plus pressant pour notre sécurité. La France a soutenu Kiev politiquement, humanitairement et militairement. Mais notre ambition doit être plus haute. Préparer la paix sans naïveté, sans renoncement, en unissant l'Europe autour d'une stratégie commune. Au Moyen-Orient, les crises s'accumulent. Gaza, la Cisjordanie, la Syrie, les rivalités régionales. La France, forte de ses liens historiques, doit être le facilitateur, le bâtisseur de paix. Cela passe par une solution à deux États, par la condamnation systématique des exactions, par la lutte contre le terrorisme et par une coopération qui sache dépasser les clivages. Alors que faire? Je propose à cette Assemblée d'adopter une fois pour toutes 4 engagements forts. Tout d'abord, renforcer notre diplomatie préventive, donner au Quai d'Orsay les moyens d'anticiper, d'agir, de désamorcer les crises avant qu'elles n'éclatent. Nous ne connaissons pas encore l'issue du projet de loi de finances, mais j'espère que des moyens supplémentaires lui permettront de représenter avec force la France dans ce contexte géopolitique particulièrement dangereux. Ensuite, construire une Europe de la défense ambitieuse, mais respectueuse de l'indépendance de chaque État. À 27, est-ce encore possible? Peut-être faut-il un noyau dur, une avant-garde capable de peser face aux menaces. En troisième point, soutenir les forces de la liberté dans les zones de tension, car la stabilité passe par le respect des peuples et leur droit inaliénable à l'autodétermination. Enfin, en quatrième point, affirmer notre indépendance face aux puissances hégémoniques. Qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de la Russie, la France ne sera jamais un satellite. La France doit rester un phare. Un phare, ce n'est pas une lumière qui clignote au gré des vents. C'est une flamme constante, nourrie par nos valeurs, les lumières, la justice, la conviction que les conflits ne sont jamais une fatalité. Pour citer encore une fois Victor Hugo, toutes les situations extrêmes ont leurs éclairs qui tantôt nous aveuglent, mais tantôt nous illuminent. Nous sommes dans un moment où il est plus que nécessaire de faire de ces crises des opportunités pour revoir nos stratégies au regard des évolutions géopolitiques particulièrement graves pour le futur. L'histoire nous le rappelle cruellement et la dernière intervention des Américains nous le démontre à nouveau. On n'impose pas la liberté par la force. Rappelons-nous du Vietnam, de l'Irak, de la Libye. Par ailleurs, supprimer un dictateur ne sauve pas les peuples. À chaque fois, les interventions extérieures ont semé le chaos, jamais la démocratie. La France doit refuser cette logique, elle doit incarner une autre voie, celle du dialogue, de la lucidité, de la dignité humaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'espérance en politique n'est pas un vœu pieux, c'est un choix. Le choix de refuser la brutalité, de défendre le droit, de croire en la paix. Ce choix, faisons-le aujourd'hui, portons-le haut, portons-le fort, pour que la France reste demain comme hier, une nation qui compte, une nation qui protège, une nation qui inspire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Stéphane Peu, président du groupe Gauche démocrate et républicaine.
Madame la Présidente, Monsieur et Madame les ministres, mes chers collègues, au lendemain de la déclaration du président Emmanuel Macron saluant la capture du président Maduro dans le cadre de l'opération américaine au Venezuela, ce débat s'imposait. Nous l'avions demandé parce qu'une fois de plus, la Charte des Nations Unies a été violée et une fois de plus, la réaction de la France a été en deçà de ce qu'exigeait cette nouvelle consécration de la loi du plus fort. Une situation qui nous oblige à interroger le rôle de la France sur la scène internationale. Dans un mouvement de déstabilisation globale où le droit international semble est devenu optionnel, la perte de crédibilité de notre diplomatie dans la prévention et la résolution des crises internationales est manifeste. Il nous oblige à la lucidité, appelle à un sursaut à la hauteur des risques et des dangers qui pèsent sur les peuples. Ce qui s'est passé au Venezuela est la parfaite illustration du nouvel ordre mondial que prône le président Trump. Et si on commande beaucoup ces sautes d'humeur, on minimise souvent le caractère pensé, cohérent d'une doctrine élaborée, notamment à travers le document dit de la stratégie de sécurité nationale. Or, face à cet impérialisme débridé, la voix de la France reste faible. André Malraux avait raison quand il écrivait, je le cite, « La France n'a jamais été plus grande que lorsqu'elle parlait pour tous les peuples, et c'est pourquoi son silence s'entend de façon aussi poignante. » Il ne s'agit pas de mythifier le passé, mais de rappeler une exigence. La France n'est écoutée que lorsqu'elle assume de dire non, y compris à ses alliés, au nom d'un principe supérieur. Elle a su le faire en 2003, quand la France, au nom du droit international, refusait la guerre en Irak menée par les Américains et leur coalition des volontaires, puisqu'elle était appelée ainsi. Or, de même, notre pays a eu raison de dénoncer l'agression russe contre l'Ukraine au nom de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Mais pourquoi cette incapacité à appliquer ce même standard lorsque l'auteur de la violation n'est plus Moscou, mais Washington à Caracas ou Israël à Gaza? C'est ce double standard qui ruine notre crédibilité. Votre politique est déséquilibrée. Certains pays s'exonèrent de leurs obligations internationales, piétinent l'ONU, insultent ses dirigeants et les organismes internationaux et souvent vous regardez ailleurs. Au moment où le peuple iranien affronte avec courage et héroïsme la répression d'un régime sanguinaire, il serait politiquement et moralement fautif de laisser une fois encore la main aux seuls États-Unis qui n'agissent, on le sait, qu'au regard de leurs seuls intérêts. La France doit prendre toute sa place en s'appuyant sur les Nations Unies pour ne pas abandonner le courageux peuple iranien et empêcher toute aventure militaire américaine qui plongerait la région dans un nouveau cycle de chaos. Vous n'en prenez pas le chemin et nous le déplorons. Face à l'impérialisme débridé de l'administration Trump, il faut se montrer intransigeant. Qu'il vise l'Amérique du Sud, le Groenland ou le Moyen-Orient, l'intransigeance ne se mesure ni à la mise en scène de la peur, ni à la fuite en avant dans l'investissement guerrier. Le président français ne cesse de répéter qu'il faut être craint pour être respecté, une vision de la puissance en contradiction totale avec l'esprit de la Charte des Nations Unies, qui fonde au contraire la sécurité collective sur le droit et la coopération. Or, pour être puissant, il faut être crédible, et pour être crédible, il faut être juste. Le respect ne se fonde pas sur la peur, il se fonde sur la capacité à être juste et cohérent, surtout lorsque ce sont des alliés qui violent les résolutions des Nations Unies et qui bombardent des civils. Le respect ne se décrète pas, il se mérite par la constance dans la défense du droit, même si cela doit contrarier les puissants. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, seul pays membre de l'Union européenne et puissance nucléaire, la France doit rester inflexible sur le respect du droit international et les principes de base du droit humanitaire. Son statut l'oblige à prendre des initiatives structurantes chaque fois qu'un État, quel qu'il soit, franchit les lignes rouges du droit. Il nous oblige également à conditionner nos exportations d'armes et nos partenariats stratégiques au regard toujours du respect du droit international. Tant que la France se montrera ferme avec certains et minimisera les actes des autres, elle contribuera à la déstabilisation d'un ordre international devenu trop fragile.
Au nom des peuples, de tous les peuples du monde, nous l'appelons à défendre de manière rigoureuse et universelle la Charte des Nations Unies pour lui rendre sa force et ne pas précipiter le monde dans le chaos de la guerre. Notre pays doit porter ce flambeau et prendre, nous le pensons, la tête des gouvernements majoritaires qui sont attachés à la résolution pacifique des conflits et au dialogue multilatéral pour lutter contre l'ultranationalisme porteur de conflits sanglants qui gangrènent de nombreux pays. Alors, et pour conclure, je nous invite à méditer cette phrase de Nelson Mandela, je le cite, « Le respect du droit international est le seul rempart des faibles contre l'arbitraire des puissants ». Merci beaucoup, Monsieur le Président Peu. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Bloch pour l'Union des droites pour la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est des moments où une nation ne peut plus parler à voix basse. Il est des moments où le monde se durcit, où les tyrannies avancent, où les peuples sont écrasés et où la France doit décider si elle veut encore être une puissance qui agit ou seulement une puissance qui commente. Le Venezuela vit aujourd'hui l'un de ces moments de vérité. Le Venezuela est un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Un pays qui, par ses ressources, devrait nourrir son peuple, soigner ses enfants, investir dans son avenir. Et pourtant, sous le régime de Nicolás Maduro, ce pays est devenu un symbole mondial de pauvreté extrême, de corruption et de faillite politique. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. 7 millions supplémentaires vivent dans une urgence humanitaire permanente. Ainsi, plus de la moitié du peuple vénézuélien est condamné à l'exil ou à la pauvreté extrême. L'autre moitié vit dans la crainte d'une répression politique sanglante. Voilà le bilan de Nicolás Maduro, président non élu qui a truqué les dernières élections. Un pays riche vidé de sa population, une rente pétrolière détournée au profit d'un seul clan, un État transformé en machine de contrôle et de répression. Et à cette catastrophe humanitaire s'ajoute une autre réalité tout aussi grave. Le Venezuela est devenu une plaque tournante du narcotrafic international. Sous Maduro, des réseaux criminels ont prospéré avec la complicité de l'appareil d'État. Chaque année, plus de 10% de la production mondiale de cocaïne transite par le Venezuela, alimentant des mafias, des économies criminelles et une violence qui gangrène aussi nos sociétés. Pendant que le peuple s'appauvrit, le crime, lui, prospère. Voilà le vrai visage de ce régime. Il faut le dire clairement, personne ne regrettera la fin de ce règne, ni le peuple vénézuélien, ni les démocraties. Personne, sauf les narcotrafiquants que ce régime a protégés, et peut-être quelques élus de gauche hors sol. Après des décennies de dictature socialiste, le Venezuela doit retrouver le chemin de la prospérité par une transition démocratique, des élections libres et l'alternance à laquelle aspire son peuple. Quel a été, Monsieur le Ministre, le rôle de la France dans cette affaire ? Sous l'ère Macron, notre diplomatie s'est dissoute dans le « en même temps ». Un jour on condamne, le lendemain on nuance. Un jour on affirme, le lendemain on corrige. Le Venezuela n'a pas échappé à cette règle toute macronienne. Dans le monde réel, cette illisibilité ne produit pas du respect, elle produit du vide. Regardons l'Afrique. Sous le seul règne d'Emmanuel Macron, la France a disparu de régions entières, du Mali, de Centrafrique, du Tchad, pourtant un allié historique, des zones où elle était parfois la dernière digue contre le chaos. Et cette disparition, Monsieur le Ministre, a eu un prix. Alors que 58 de nos soldats sont tombés lors des opérations Serval et Berkane pour combattre le terrorisme islamiste à sa source, les errements diplomatiques qui ont suivi ont permis à nos ennemis de reprendre du terrain. Une diplomatie naïve, sans stratégie ni rapport de force, a des conséquences directes sur la sécurité des Français. Cette faiblesse, nous la voyons aussi en Algérie. Boualem Sansal n'a pas été libéré par la France, il l'a été par l'Allemagne. Pendant que Christophe Glaise, journaliste français, reste détenu. Je veux lui rendre hommage ici, hommage à son courage, à sa liberté confisquée. Faudra-t-il qu'un autre pays agisse encore à notre place ?
Même en Europe, la France a renoncé. Pays fondateur de l'Union, deuxième contributeur budgétaire, elle a laissé se signer le traité du Mercosur contre ses agriculteurs et contre sa souveraineté alimentaire. Faute d'influence, elle est restée impuissante. Il fut un temps où, quand les intérêts vitaux de la France étaient menacés, un président savait dire non. Il quittait la table, il assumait le rapport de force. C'était la politique de la chaise vide du général de Gaulle. Pas d'Europe contre la France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Une France présente dans les réunions, mais absente dans les décisions. Une France que plus personne n'écoute. Georges Clemenceau nous l'avait pourtant rappelé. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Appliquons-le, Monsieur le ministre, à notre diplomatie. Savoir ce que l'on veut, défendre la liberté, la démocratie et nos intérêts vitaux. Avoir le courage de le dire, nommer les dictateurs, refuser les accords qui nous affaiblissent. Avoir le courage de le faire, bloquer, s'opposer, assumer un rapport de force. La France n'a jamais été respectée parce qu'elle était aimable. Elle l'a été parce qu'elle était souveraine, indépendante et forte. Dans un monde brutal, seules les nations qui savent ce qu'elles veulent comptent. C'est cette France que nous devons redevenir, fière, libre, souveraine, forte et respectée. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Madame la Ministre de la Défense, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, que d'autosatisfaction dans la déclaration du gouvernement. Quelle pitoyable cacophonie à la tête de l'État, le Président de la République se cantonnant dans un premier temps à une incompréhensible réserve vis-à-vis de cette agression américaine, tandis que le ministre des Affaires étrangères se livrait à des déclarations contraires. Même si le groupe de la France insoumise feint de l'ignorer, Maduro restera dans l'histoire du Venezuela un président illégitime qui aura aboli la démocratie, truqué les élections, instauré une dictature, introduit un socialisme du XXIe siècle avec les mêmes caractéristiques de pauvreté, de goulag et de persécution que celui du XXe siècle, fait fuir 30% de la population, plongé le pays qui possède d'importantes réserves de pétrole dans la pauvreté. Dès le premier jour, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris une position ferme et cohérente, rappelant qu'il existait 1000 raisons de condamner le régime autoritaire de Nicolás Maduro, mais qu'aucune ne pouvait justifier la remise en cause de la souveraineté inviolable et sacrée d'un État. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Marine Le Pen entend renouer avec les valeurs traditionnelles de la diplomatie française. Indépendance, équidistance, constance. Aussi convient-il d'examiner, à l'aune de ces trois principes, ce qui ne peut pas même être désigné comme la position de la France, mais l'attitude d'Emmanuel Macron sur la crise vénézuélienne. Indépendance tout d'abord. Tous les observateurs ont souligné l'alignement total des déclarations du président Macron sur les déclarations du président Trump. La voix de la France, incarnée par celui qui, au terme de l'article 14 de notre Constitution, parle au nom de la France, ne s'est pas affirmée comme une voix indépendante. Équidistance ensuite, en affichant un tel parti pris en faveur des États-Unis qui ont bafoué tous les principes fondamentaux du droit international, le président Macron a hypothéqué la sécurité juridique du peuple vénézuélien, lequel, bien que persécuté par le régime Maduro, ne peut être ainsi sacrifié sur l'autel de la réelle politique. Il est évident que les États-Unis n'auraient pas agi de la sorte si le Venezuela n'était pas riche de son pétrole et de ses ressources stratégiques. Aussi, l'objectif manifeste poursuivi par les États-Unis exigeait-il du président français une réelle distance avec les États-Unis. Constance, enfin, en ignorant les principes fondamentaux du droit international qui, s'il peut être enrichi, j'y reviendrai dans un instant,
repose néanmoins sur la souveraineté des États, le président Macron a, à lui tout seul, changé le discours historique de la France. Malgré de malheureuses exceptions, c'est au droit international que la voix de la France a toujours invité à se référer, en Irak en 2003, jusqu'en Ukraine depuis 2022, alors que les tensions entre nations fragilisent la paix et l'équilibre du monde. En renonçant à l'indépendance, à l'équidistance et à la constance qui fondaient sa crédibilité, la France voit aujourd'hui sa parole perdre toute influence au plan international. La situation internationale est singulièrement